Bonjour à toutes et tous, bienvenue au webinaire consacré aux enjeux de la communication digitale dans les CAUE. Donc, ce webinaire est présenté par le CAUE de l'Aisne et co-construit avec Jean-Philippe Desranleau. Ce webinaire que nous proposons, il s'inscrit en parallèle d'une formation sur l'utilisation des outils numériques qui est à destination des chargés de communication des CAUE et que vous pouvez vous rapprocher du CAUE de l'Aisne pour avoir plus d'informations ou consulter le site de la fédération. Donc, ce webinaire, il a pour objectif d'apporter un éclairage général, non exhaustif, sur les enjeux de la communication digitale au travers d'un questionnement fondé sur les pratiques des CAUE. Les outils de la communication digitale, ils sont nombreux et parfois difficile d'y voir clair. Et beaucoup d'interrogations demeurent encore aujourd'hui, notamment dans les CAUE qui ne sont pas encore familiarisés avec un certain nombre de ces outils. Donc, ce webinaire, il est animé par Jean-Philippe Desranleau avec le concours de Frédéric Alain et Virginie Dupont qui vont se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Virginie Dupont, je suis chargée de communication au CAUE de l'Aisne et donc je vais co-animer ce webinaire avec ma collègue Frédéric Alain. Bonjour à tous. Donc effectivement, Frédéric du CAUE de l'Aisne. Je suis urbaniste et responsable de la sensibilisation et de la formation. Bonjour, je suis Jean-Philippe Desranleau, au plaisir de vous accueillir pour ce webinaire des CAUE. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je suis tout simplement consultant formateur, spécialiste des outils de communication digitale. Typiquement, je forme sur l'organisation du travail avec Outlook, sur l'utilisation de la vidéo à titre professionnel avec son smartphone et sur l'utilisation des réseaux sociaux et de publications sur des blogs professionnels. Pratiquant régulièrement ces différents outils, je produis aussi du contenu, que ce soit des articles, des podcasts ou des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis aussi très impliqué dans les groupes sociaux, professionnels ou personnels, mais pour ce qui concerne le professionnel, je suis administrateur au sein de la fédération Sinov, la Fédération des métiers de l'ingénierie et du conseil. Je suis aussi membre bénévole des relais enfants-parents depuis 2001 et je suis enfin cofondateur de l'Institut de l'économie, un think tank de réflexion sur le numérique. Pour information, ce webinaire est enregistré. Vous restez maître de votre droit à l'image, soit en désactivant votre webcam, soit éventuellement en vous rendant totalement invisible par le menu que vous avez dans les 3 petits points qui correspondent à votre webcam. Donc au cours de ce webinaire, nous allons aborder les enjeux de la communication digitale sous 6 angles. Qui sont des angles pratiques. Le premier, c'est la messagerie. Elle existe depuis longtemps, mais elle n'est pas toujours très bien exploitée. Bien utilisée, mais pas toujours très bien exploitée. Le deuxième, c'est le travail collaboratif qui tente à se développer de plus en plus dans tout type d'organisation, entreprise, administration, collectivité sociale. Les réseaux sociaux, il y aura 2 chapitres sur les réseaux sociaux. Ensuite, on verra comment et pourquoi Google est très important pour développer son leadership, quelle que soit la spécialité dans laquelle on est. 2e chapitre des réseaux sociaux. Et enfin, l'aspect technique, les outils de communication digitale, parce qu'ils sont nombreux et comment faut-il les articuler les uns par rapport aux autres, parce qu'en fait, ils se complètent bien évidemment. L'objectif de ce webinaire n'est pas de vous former aux usages ou aux outils techniques de la communication digitale, mais simplement de vous montrer, de vous sensibiliser à l'importance des uns par rapport aux autres et au fait qu'ils sont tous peut-être pas interdépendants, mais étroitement liés. Typiquement, quand on produit des vidéos sur YouTube, encore faut-il pouvoir faire qu'elles soient vues par le public que l'on cible. Donc comment est-ce que l'on fait pour donner de la visibilité à ces vidéos YouTube à son public cible? Et ces publics cibles, ils peuvent varier et le moyen de les atteindre peut aussi varier. Donc il est important de pouvoir jongler avec toute cette mécanique et c'est ce que nous verrons dans le dernier chapitre de ce webinaire. Donc quand on est dans la communication digitale, il y a plusieurs angles, plusieurs problématiques auxquelles il faut répondre ou qu'il faut maîtriser. La première, c'est la nature de la communication que l'on va développer. Est-ce qu'on va gérer strictement une communication interne, intra-entreprise, ou est-ce qu'on va gérer une communication, avoir une responsabilité de la communication publique ou
une communication intermédiaire avec des partenaires qui n'est ni interne ni public, qui est à caractère privé sur des publics qui sont extérieurs à l'entreprise. Et au-dessus de tout cela, il y a les outils. Quels sont les outils que je vais utiliser pour gérer ces communications dans ces différents périmètres et en fonction du type de contenu que je vais avoir à échanger entre le texte, les articles, le rédactionnel, l'audio, les podcasts, le live en direct, les webinaires, les vidéos, les images, les photos. Tout ça, ce sont des contenus qui vont permettre de pouvoir communiquer et de communiquer efficacement vis-à-vis des différentes cibles que l'on souhaite atteindre. Au cours de ce webinaire, il m'arrivera occasionnellement de faire référence à quelques articles de mon blog et je vais commencer par en citer un. 4 raisons d'avoir 4 adresses email via Outlook ou Gmail. Dans cet article, je vais simplement m'attarder sur 2 schémas. Le premier que vous voyez ici nous démontre que suivant les générations, on peut avoir affaire à des gens qui vont utiliser beaucoup le mail ou d'autres générations, notamment les jeunes générations, qui n'utiliseront quasiment pas le mail. Ils utiliseront essentiellement les messageries instantanées de type Messenger, WhatsApp et quelques autres comme TikTok. Et c'est cette différence qu'il y a entre les générations, il faut en avoir conscience parce que suivant les cibles auxquelles vous allez vous adresser, vous n'allez pas devoir utiliser tout simplement les mêmes outils, ce que j'appelle des vecteurs, qui vont vous permettre d'atteindre vos différentes cibles. Le deuxième schéma, c'est le schéma relatif à la loi de Brooks, qui est un schéma qui vous explique avec la formule qui est juste en dessous, que plus il y a de personnes dans un débat d'idées, dans un échange, et l'histoire récente politique française nous l'a démontré, plus il y a de personnes, plus les échanges sont compliqués. Là, en l'occurrence, quand il y a 3 personnes qui échangent, il y a 3 lignes de connexion entre ces 3 personnes. Quand il y a 4 personnes qui échangent, on se retrouve avec 6 lignes de connexion. Quand on passe à 5 personnes, on arrive à 10 lignes, et ainsi de suite progressivement, jusqu'à ce que l'on arrive par exemple avec 7 personnes, où on a 21 lignes de connexion entre les différentes personnes. Donc tout ça, ça complexifie énormément les échanges. C'est la raison pour laquelle le travail collaboratif est une nouvelle méthode de travail, une nouvelle façon de travailler ensemble qui révolutionne un petit peu la façon historique dont nous travaillons, notamment avec la messagerie. Et je vais vous expliquer concrètement pourquoi. Tout simplement en revenant donc sur cet exemple, alors qui est un cas typique. Dans ce cas, il y a 6 personnes. Une personne qui va rédiger un compte-rendu de réunion et qui va devoir partager ce compte-rendu avec les 5 autres participants pour valider, modifier, amender éventuellement le compte-rendu qu'il est en train de faire, de façon à ce qu'il y ait une synthèse correcte. Donc il va publier, éditer sur son ordinateur un document Word qu'il va envoyer aux 5 autres personnes, ce qui fait qu'entre la version qu'il a sur son ordinateur, la version qu'il envoie par sa messagerie, la version qui arrive sur chacune des messageries des 5 correspondants qui eux-mêmes vont sauvegarder ces documents sur leur PC, on arrive à un total de 12 copies du document original. Une fois que les 5 personnes qui ont reçu ce document vont le modifier, le commenter, le corriger et vont le renvoyer, en fait, ils vont créer un clone sur leur propre PC et puis ils vont renvoyer chacun de leur côté un mail avec le document modifié à leur interlocuteur. Résultat, on génère 5 copies du clone sur son ordinateur pour chacun des utilisateurs. On envoie une version par la messagerie de chacun des utilisateurs au destinataire qui gère le document, qui lui-même va en avoir 5 copies dans sa messagerie, qui va les sauvegarder toutes les 5 sur son ordinateur pour pouvoir les compiler. Et là, les compiler, inutile de vous dire que le temps que ça prend, c'est assez important. Et une fois qu'il va avoir compilé, il va renvoyer le document compilé, une fois compilé à l'ensemble des interlocuteurs. Au total, vous aurez généré 44 versions d'un document Word. Alors qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'avec des outils comme Office 365, il est possible aujourd'hui de travailler en mode collaboratif pour que vous puissiez travailler sur un seul et même document sur lequel tout le monde va pouvoir se connecter simultanément, de façon à ce que chacun fasse les corrections qu'il veuille faire et que l'ensemble des participants voit sur ce même document comment il évolue. Bien évidemment, on peut revenir en arrière, c'est ce qu'on appelle le versionning, c'est-à-dire qu'on va pouvoir revenir sur des étapes intermédiaires
pour voir comment a évolué le document si c'est nécessaire, mais ça va vous permettre de gagner un temps fou. D'une part parce que vous évitez de vous envoyer des mails, vous préservez un petit peu la planète, accessoirement, et puis d'autre part, vous gagnez un temps assez important parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait, enfin, que l'émetteur du mail, quand il recevait les 5 copies corrigées, il fallait qu'il concatène, qu'il compile les 5 corrections pour n'en faire qu'une seule. Ça fait perdre beaucoup de temps. Donc là, il y a un gain d'efficacité qui est assez prodigieux. Donc la messagerie à l'ancienne, c'est terminé. Il faut maintenant penser travail collaboratif et plateforme collaborative. Je vais passer au travail collaboratif qu'on a peut-être un petit peu abordé. Donc c'est la question 3. Je viens de lancer le sondage. Donc travail collaboratif. Vous partagez vos calendriers au sein de votre structure, oui ou non? Alors normalement, c'est choix multiples. Nous utilisons une plateforme collaborative, quel que soit son type et sa nature. Ou, troisième réponse, nous avons un outil collaboratif, mais je n'ai pas été formé dessus. Ou nous n'avons pas d'outil collaboratif, ou en tous les cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. OK, 50 réponses, 51 réponses. Je mets fin au sondage et je partage les résultats. Donc, vous êtes une majorité, 88% à partager vos calendriers. Donc ça, c'est la première des fonctions collaboratives, quel que soit l'outil que vous utilisiez. Ensuite, vous êtes 53%, plus de la moitié, à utiliser une plateforme collaborative. Mais vous êtes 18% à avoir un outil collaboratif et à ne pas avoir été formé dessus. Alors, quand je parle des formations sur les outils collaboratifs, et j'ai constaté que dans de très grandes entreprises, on avait dit aux gens, on disait aux salariés, utilisez les plateformes collaboratives, mais on ne les formait pas. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas un défaut qu'on trouve éventuellement dans les CAUE, mais on trouve vraiment très fréquemment. Et la formation concernant les plateformes collaboratives, le volet technique est un petit morceau de la formation, la partie visible de l'iceberg, mais le gros morceau, c'est l'évolution des méthodes de travail. Il y a des modifications radicales sur la façon de travailler avec les plateformes collaboratives. C'est une nouvelle façon de penser. On est dans un management horizontal. Ça ne veut pas dire que les managers ne prennent plus de décisions ou qu'ils n'ont plus d'autorité, mais on est vraiment dans ce qu'on appelle le management horizontal, où il y a plus de hiérarchie formelle dans l'échange. Chacun peut donner son point de vue sur un projet, ou non pas nécessairement son point de vue, mais un avis pour faire progresser le projet ou améliorer le projet. Donc concrètement, le travail collaboratif, le but c'est de travailler à plusieurs sur un même document. Donc vous voyez ma messagerie. Si je veux partager un document avec quelqu'un, donc j'ouvre un mail. Et j'en profite pour vous montrer la fonction de signature de mail. Donc, on peut avoir plusieurs mails, plusieurs signatures sur Outlook. Présentement, ma signature par défaut, c'est une signature simple, qui est celle que vous voyez là. Et quand j'envoie, par exemple, ma signature, un mail pour la première fois à un nouvel interlocuteur, je vais changer de signature en faisant un clic droit et je vais lui demander d'envoyer ma V-card avec ma carte de visite électronique, tout simplement. Donc, la signature change, elle est un peu plus chargée. Et en pièce jointe, il y a ce qu'on appelle la V-card, c'est-à-dire ma carte de visite électronique. Et dans le mail que je vous enverrai en conclusion de ce webinaire, vous trouverez cette V-card dans le mail que je vous enverrai. Donc ça, c'était un petit peu pour l'anecdote. Je reviens sur la messagerie. Juste, j'en profite parce qu'il y a des petites questions, c'est vrai, qui peuvent… on demande par exemple, je ne parle pas celle d'Amélie sur les codes, mais par contre, des noms de plateformes collaboratives en mode libre. Selon moi, elles sont toutes en mode libre, non? Les plateformes… Enfin non, elles ne sont pas toutes en mode libre. Non. Mais c'est celles qu'on a dit, par exemple, sur… Alors, elles sont en mode… Alors, il y en a qui sont en mode libre. Celle de Facebook est en… Alors, elles sont en mode libre avec un nombre de fonctionnalités fréquemment limité. Alors, quand je dis limité, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas loin. On peut déjà travailler en petits groupes, en fait. La limite est souvent au niveau du nombre de personnes qui peuvent travailler en même temps sur ces plateformes collaboratives. Alors, dans les plateformes collaboratives, il y a donc Slack, qui est assez connu, qui a été racheté par une entreprise américaine dont le nom m'échappe, Salesforce, pardon. Voilà, Salesforce a racheté Slack il y a quelque temps pour vous dire que Salesforce est une des très, très grosses entreprises dans l'édition de logiciels
américaine. Elle n'est pas aussi grosse que les GAFAM, pas loin. Et s'ils ont racheté Slack, c'est qu'il y a un enjeu majeur. Il y a Microsoft Teams. Alors, très sincèrement, je ne sais pas si Teams est une version gratuite ou pas. Je ne me suis pas posé la question. Mais comme nous sommes de plus en plus à nous abonner, même à titre personnel, à des messageries Microsoft Office 365 pour avoir la suite Microsoft Office, on est de plus en plus nombreux à avoir accès à Teams. Il y a Google Office qui est une plateforme collaborative. Et il y en a d'autres, mais là, vous avez un large choix. Alors, moi, je peux faire du franco-français, mais je vous recommande d'utiliser de préférence quand même de regarder ce qui existe dans le monde francophone ou dans le monde français. Et il y a des éditeurs de solutions collaboratives qui sont très, très bien conçus, type de Jamspot. Je pourrais vous indiquer 3 ou 4 marques françaises, éditeurs français, qui font vraiment des plateformes collaboratives de très, très bonne qualité. Donc, il y a le CIE 67, Isabelle, qui propose NetCloud. NetCloud. Oui. Isabelle, éventuellement, tu peux… Avez-vous un commentaire à faire sur cette plateforme? Oui, bonjour. Isabelle du CIE 67, donc. Et oui, je voulais vous demander, parce que moi, j'ai commencé à regarder un peu justement sur toutes ces plateformes collaboratives pour éviter de continuer à utiliser Google. J'ai trouvé NetCloud alors je sais que c'est payant à partir de 1000 inscrits, donc voilà, ça laisse quand même une bonne marge. Et je voulais savoir si quelqu'un connaissait et si quelqu'un avait eu déjà des retours dessus, en fait. J'en ai discuté avec quelques informaticiens déjà je sais qu'il y a le gouvernement en partie qui utilise cette plateforme sur certains de leurs sites, en fait, aussi. C'est une plateforme de quelle nationalité? En fait, ça s'installe. C'est une plateforme qui s'installe en local sur un hébergeur local et du coup qui permet le travail collaboratif. C'est très privé finalement et ça permet d'avoir un travail assez sécurisé en fait. Vous n'avez pas entendu parler. En fait, c'était juste une question pour savoir si vous connaissiez ou pas en fait. Non, sincèrement, je ne les connais pas tous. Oui, je sais qu'il y en a pas mal. Ouais. Mais là aussi, je note de vous documenter sur ce sujet. À titre indicatif, il y a une… Alors, je ne sais plus si vous voyez mon écran. Là, vous voyez mon blog. Oui. OK. Quand vous êtes dans un des articles de mon blog, vous avez la liste de ces plateformes. Donc, l'article, c'est 4 raisons d'avoir 4 adresses email via Outlook. D'accord. Quand on descend, en fait, ici, vous avez 4 plateformes qui sont citées. Jamspot, plateforme française, G Suite, qui est Google Suite, Slack, que je citais tout à l'heure, Teams, de Microsoft, Trello, qui est issu du monde de Mac, il me semble, et Workplace, qui est la plateforme collaborative privée de Facebook. Alors, pardon, Trello, c'est très bien, mais c'est vite payant, en fait, quand on veut vraiment l'utiliser. On a testé entre nous sur un petit groupe et on est vite arrivé aux limites et c'est tout de suite assez cher. Hein. C'est dans les 10 € par utilisateur par mois. C'est quand même assez… C'est un budget, on va dire. Merci de le souligner. Merci de le souligner. Alors, j'attire votre attention sur le fait que si vous allez sur une plateforme américaine, eh bien, vous êtes assujetti au droit américain. Et alors, inutile de vous dire que si jamais vous avez un problème, il faudra des gros moyens pour défendre vos intérêts. Donc, c'est une des raisons majeures pour lesquelles il faut éviter d'aller aux États-Unis. Et accessoirement, la deuxième, c'est de protéger vos données parce qu'aux États-Unis, l'oncle Sam a le droit c'est octroyer le droit de pouvoir surveiller tout ce qui se passe sur ces environnements informatiques. Il n'y a qu'Apple qui joue les trublions, mais ça c'est un autre débat. Et la troisième raison, elle est économique. Servons un peu les intérêts de l'économie européenne parce qu'on est quand même le plus gros marché mondial au niveau de l'informatique, mais on n'est pas le premier producteur d'outils numériques et c'est bien dommage, tout simplement parce qu'il faut qu'on consomme nos propres services. Je ferme la parenthèse. Oui, et moi, je la réouvre pour la refermer très vite. Il y a simplement, donc, Petit Béatrice, je ne sais pas quel CAUE c'est, qui précise que les CAUE, en tant qu'association, peuvent bénéficier gratuitement de l'ensemble des logiciels Microsoft 365 et donc de Teams. Voilà.
Dans le cadre de l'accord avec le ministère de l'Enseignement, probablement, c'est lié à cet accord. Je ne pense pas. Mais ça, c'est le côté lobbying de Microsoft. Mais bon, ça fait partie des choix possibles. En tous les cas, n'hésitez pas à échanger. Moi, je vous recommande, les CAUE, c'est une communauté qui a intérêt, visiblement, à avoir une plateforme collaborative entre vos différentes entités départementales pour échanger sur vos bonnes pratiques, vos succès, vos échecs, qu'est-ce qui ne marche pas bien, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, comme vous venez de le souligner à propos de Voilà. Trévoux. Donc, on a également le CAUE 31 qui répond qu'effectivement, ils ont choisi de bénéficier. Éventuellement, si vous voulez intervenir pour exposer, CAUE Nathalie Grange, le CAUE de l'Ain, du coup. De Toulouse. Donc, Nathalie Grange, CAUE de l'Ain. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce qu'on vient vraiment de mettre en place. Donc, on n'a encore pas beaucoup travaillé avec Microsoft Office 365, mais voilà, on est en train de le mettre sur tous nos postes, donc voilà, gratuitement. Et on pourra vous faire un retour un peu plus tard, mais c'est vrai que voilà, c'est depuis. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'utiliser une plateforme collaborative au-delà du choix que vous avez fait? Déjà, c'était nous pour les mails, en fait. C'est notre informatique. On a vu le mail et puis pouvoir bénéficier de logiciels gratuits. Donc, il y a toute une série de logiciels gratuits. Il y a Word, Excel, PowerPoint. Voilà, on voulait faire aussi un peu des économies sur nos logiciels. D'accord, oui. En fait, quand vous avez pris Teams, Office 365, vous avez la suite Microsoft Office. Oui, voilà. Que vous pouvez accessoirement installer sur votre propre PC personnel à partir d'une licence professionnelle. Voilà. Encore une fois, lobbying Microsoft. Clotilde est revenue, donc elle va pouvoir, avec une nouvelle question. Et du coup, Clotilde, on te demandait tout à l'heure par rapport à… Tu avais une question sur Teams. Et oui, alors j'ai mis mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui, on vous entend bien. Donc, nous, ça fait quelques années qu'on est sur Office 365 et sur Teams. Ça fonctionne très bien. On a juste un petit souci, c'est quand on utilise certains logiciels, on n'a plus toutes les possibilités de ce logiciel. Par exemple, quand on échange sur un même dossier Excel, on ne peut plus faire de menu déroulant. Enfin, de temps en temps, il y a des choses que l'on ne peut plus faire là-dessus et qu'on pourrait faire normalement. Donc, je me posais cette question-là. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème? Allô? Alors, oui. Alors, je laisse la parole à celui qui aurait ou celle qui aurait une réponse à vous donner, Clotilde. Alors, vous voyez, ça démontre typiquement que dans votre communauté des SAUE de tout département et région confondus, que vous ayez une plateforme ou un groupe collaboratif privé, notamment sur un réseau social comme Facebook ou comme LinkedIn, eh bien, peut être du premier intérêt. Ou alors mettre une plateforme vraiment privée, un Teams intra-CAUE, mais vous auriez vraiment avantage, et le collaboratif est une source de progrès et d'agilité extraordinaire, parce que quand on partage ces expériences, on évite de refaire le monde et d'enfoncer les portes ouvertes de son côté. En fait. Alors, donc, il y a d'autres CAUE peut-être qui vont pouvoir répondre. Juste pour reprendre aussi, en fait, nous, on l'utilise au niveau de l'union régionale et ça fonctionne très bien pour les actions communes de l'union régionale. Voilà. Et je profite d'avoir la main. Ça serait bien de connaître le nombre de CAUE qui utilisent Office 365 avec la fédération. On voit un petit peu en proportion, justement, si on veut ouvrir ça largement à l'ensemble des CAUE. Ah, je n'ai pas posé la question dans mes… Non, mais on peut peut-être répondre, utiliser les bulles de discussion, peut-être. Enfin, même si on n'aura pas la proportion, mais au moins dire oui ou non, tout simplement, dans la bulle de discussion. Dans les discussions, indiquez tout simplement quel est l'outil collaboratif que vous utilisez, puis on essaiera de faire une compilation. Enfin, je laisserai le soin à Frédéric de faire cette… Voilà, on analysera par la suite, en fait. Vous répondez simplement. Par contre, je vais quand même… C'est vrai qu'il y a il y a 2 questions un petit peu en retard, et c'est vrai que ce n'est pas évident. Des fois, ça mérite de répondre tout de suite. Donc, je vais revenir dessus,
Puisque là, Oui, il y avait une petite question. Bon, il y a des questions complémentaires. On va revenir sur justement Office 365, hein, des compléments d'utilisation. Mais sinon, il y avait des questions en suspens sur la V-Card. Alors, je la prononce peut-être pas bien. Comment on l'intègre dans la signature, si je ne me trompe pas, si c'était bien cette question. Comment générer une V-Card? Moi, je l'utilise perso, mais sur mon téléphone, quoi, avec mon téléphone portable. C'était une question de Nathalie Collonge, du CAUE de Rome. OK. Alors, tout est indiqué dans l'article de mon blog. D'accord. Le prérequis, c'est que pour pouvoir mettre alors, à partir d'Outlook, pour pouvoir mettre une V-card dans sa signature, il faut d'abord créer dans son annuaire contact sa propre fiche contact, parce que c'est ça qui va vous servir à faire votre V-card. Voilà. Juste pour revenir sur Microsoft 365, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et de réactions. Donc, en effet, on pourra peut-être monter quelque chose ensemble pour soit partager nos pratiques ou soit répondre aux questions. Pour la question comment avoir la gratuité pour une association, en fait, il faut simplement remplir quelque chose qui prouve qu'on est une association. Moi, je ne suis pas dans l'administratif, mais prouver que le CAUE est une association. Ça prend un peu de temps et ensuite, on a l'ouverture d'un compte gratuit. Et puis, je voulais passer aussi la parole à Yves Elbert de la Fédération nationale qui a fait une remarque, qui lève la main, qui peut peut-être prendre la parole. Je lui laisse la parole. Merci pour cette précision, Virginie. Oui, bonjour, volontiers. Je prends juste la main 2 secondes parce que je vois que tout le monde parle de plateformes collaboratives au niveau régional, au niveau national, etc. Pour celles et ceux qui reçoivent notre newsletter interne ADN, vous êtes au courant depuis peut-être 3 semaines, je pense, ou 15 jours, du fait qu'on a lancé un grand chantier. Il y a eu un groupe de travail qui a travaillé l'année dernière pour créer justement une plateforme collaborative, un outil national de mutualisation ouverte à tous les CAUE, tous les professionnels de CAUE et même aux administrateurs de CAUE. Donc ça sera intéressant. On pourra créer des groupes de travail, des groupes d'échange, des groupes fermés, des groupes ouverts et mettre en ligne ces outils, ces infos, des articles, des photos. Voilà. Et donc, c'est un développement sur mesure qu'on offre à tout le réseau des CAUE adhérents, je précise bien sûr, hein, en priorité. Voilà, donc c'est du sur-mesure, c'est accessible à tous, c'est gratuit, voilà, et ça devrait être opérationnel, je préfère pas dire juillet, mais plutôt septembre prochain. Donc voilà, c'est une grande nouvelle pour le réseau et c'est du sur-mesure, donc c'est pas un outil qui existe déjà, c'est vraiment un développement particulier. Voilà. D'accord, donc il y a vraiment matière à échanger sur ce sujet des plateformes collaboratives. Alors, je vais vous donner un exemple du collaboratif. C'est typiquement quand vous voulez partager des photos, que ce soit à titre professionnel ou même dans votre vie privée. Vous avez 2 solutions. La première consiste à envoyer par mail ou par WhatsApp les photos que vous voulez partager aux personnes avec lesquelles vous voulez les partager. Et ça, c'est vraiment pas sympa pour la génération de CO2 numérique. Et l'autre solution va consister à héberger vos photos sur un site photo, hein, comme Google Photos par exemple, et à partir du moment où vous avez créé un album, eh bien, vous allez pouvoir partager cet album simplement avec le lien hypertexte, avec l'ensemble des personnes avec lesquelles vous voulez le partager. Alors, on va le dire que c'est à titre familial. Et là, ça vous évite d'avoir à partager la totalité de vos photos, des fichiers photos, avec toutes les personnes qui vont stocker dans leur PC les photos que vous allez partager. En fait, vous n'avez qu'un seul endroit où sont les photos, et l'ensemble des personnes avec lesquelles vous allez le partager vont y avoir accès en ligne, tout simplement. C'est le même principe que la musique en ligne avec Deezer et autres iTunes. Chacun n'a pas stocké les contenus musicaux sur son PC ou sur son smartphone. Il y a un seul endroit où c'est stocké et chacun va s'y abonner et pouvoir l'écouter à sa convenance. Donc ça, c'est un moyen de gagner en efficacité et surtout d'éviter de générer du CO2 informatique que l'on combat gaillardement en ce moment. Donc ça, c'est une des fonctions sur le travail collaboratif.
Alors, je vous parle des contenus photos, mais pour les vidéos, il y a YouTube. Et puis, pour les documents, vous allez sur Google Drive. Vous pouvez, quand vous avez à partager des documents avec un groupe de personnes, vous mettez en ligne ces différents documents, quel que soit le format, PDF, Word, Excel, PowerPoint, et vous les partagez avec la communauté des personnes avec lesquelles vous souhaitez les partager. Donc, c'est utilisable tant dans la vie privée que dans la vie, publique. Concernant le travail collaboratif et les réseaux sociaux en général, je vous recommande de lire les livres de Jacques Attali et de Gérald Bronner. Jacques Attali a écrit récemment un bouquin sur l'histoire des médias, et c'est vraiment riche d'enseignements, et ces sujets y sont abordés. Alors, on va passer aux réseaux sociaux. C'est un chapitre poids lourd de la matinée, et je vais vous soumettre un sondage. Il faut que je trouve sondage numéro 4. Toc. Quelle est votre vision des réseaux sociaux? Alors, encore une fois, c'est anonyme. C'est simplement pour avoir une vue de vos opinions, de votre vision que vous avez des réseaux sociaux. Donc, c'est une source de perte de temps, c'est inutile, c'est contre-productif, c'est utile, c'est très utile, ou c'est essentiellement diffuseur. Ils sont essentiellement diffuseurs de désinformation. 50 réponses sur 54, 51. Parfait. Je mets fin au sondage et je partage les résultats avec vous. Partagez les résultats. Donc, la majorité considère que s'ils sont utiles, voire très utiles, si je fais l'accumulation, ça fait 33 et 57, vous êtes 90% à considérer que c'est utile ou très utile. Alors, je ne vais pas faire un débat sur le fait que les réseaux sociaux sont diffuseurs de désinformation, mais les réseaux sociaux sont tout simplement, comme on l'est dans la vraie vie, ils en sont ce que l'on en fait soi-même, en fait. Et je vais vous donner plusieurs exemples, mais sur le plan de la vie professionnelle, alors je travaille en indépendant, au-delà du statut de mon entreprise, j'utilise quasiment plus le mail, j'utilise exclusivement ou quasiment exclusivement la messagerie de LinkedIn pour mes échanges avec mes confrères, mes clients, mes partenaires, parce que c'est le moyen le plus simple de pouvoir échanger, sachant que souvent, l'idée que l'on a du réseau social peut être faussée, mais je vois que pour la majorité d'entre vous, vous considérez que c'est utile. Alors, question ouverte qui n'était pas soumise dans mon questionnaire. Est-ce que vous utilisez, au niveau des CAUE, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, principalement les les 4 principaux, que sont Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que ceux qui les utilisent peuvent nous dire pourquoi ils les utilisent? Question ouverte. On a Amélie, Isabelle qui les utilisent, qui peuvent peut-être prendre la parole. Mais il y en a beaucoup en fait. CAUE du Finistère. Oui, au niveau global, puisque j'ai une vision à peu près globale de tout le réseau, je dirais que les 2 tiers des CAUE utilisent Facebook, sans doute un tiers Twitter et un quart LinkedIn. Voilà en gros les chiffres. Ok. À la louche. Alors, la différence entre chacun de ces réseaux sociaux, Facebook est clairement le réseau social grand public de référence, utilisé par une très grande majorité de personnes. Alors, on dit que les adolescents auraient tendance à délaisser Facebook pour aller sur Instagram ou TikTok. C'est probable, il y a probablement une part de vrai, mais la majorité du grand public est d'abord sur Facebook. Et sur Facebook, on trouve soit le moyen de pouvoir communiquer de personne à personne avec Messenger, messagerie instantanée, soit la possibilité d'animer un groupe comme vous le consommez probablement, formel ou informel, privé ou pas privé, soit on peut donner de la visibilité à son activité au travers de la page entreprise. Ensuite, il y a LinkedIn qui est vraiment le réseau social professionnel. Et sur ce réseau social, alors j'ai partagé mon LinkedIn avec vous parce que vous n'êtes visiblement pas une majorité à l'utiliser.
Donc, je ne sais pas, Jean-Philippe, si vous voyez les réponses dans les bulles de discussion. Je pense Non, que vous n'avez pas le temps. Je n'ai pas affiché les discussions, je vous laisse. Donc, voilà, justement, il y a quand même pas mal de les réseaux sociaux. Donc là, dans les réponses, on a ça dépend. Donc, il y en a qui disent ça dépend du public que l'on souhaite viser. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'expérience sur ça. Donc, éventuellement, donner la parole aussi. Hein. Là, il y a beaucoup de CAUE qui les utilisent. Alors, il est évident que dans la relation grand public, Facebook et Instagram sont les deux réseaux sociaux majeurs. Et le choix d'un réseau social n'est pas la préférence que vous avez de l'un par rapport à l'autre, mais où se trouve votre cible. Si vous voulez atteindre des jeunes et qu'ils sont sur TikTok, peut-être que le réseau social approprié sera TikTok. Si votre cible, ce sont des adultes de tout corps professionnel confondu, notamment les architectes, peut-être que, et les administrations, peut-être que Facebook sera le réseau social le plus efficace. Si vous êtes vraiment dans la relation inter-entreprise, LinkedIn sera plus approprié. Et je vais quand même vous indiquer la cible pour Twitter. Twitter est essentiellement le réseau social des politiques et des journalistes. Alors, sur ça, LinkedIn aussi, dit Yves Albert, de l'AFNCAE. Alors, je vous montre simplement le gros avantage des réseaux sociaux et notamment de LinkedIn, c'est qu'il n'y a plus de barrière pour rentrer en relation avec qui que ce soit, notamment avec des personnes de premier plan. Je vais simplement vous montrer, alors c'est un cas, c'est pas un épiphénomène, mais il est très illustre, il illustre très bien ce que l'on peut faire. Je vais regarder un échange que j'ai eu avec Jean-Michel Blanquer. Donc, c'était avant qu'il soit ministre. Il avait écrit un très bon article sur les enjeux de l'éducation et de la formation. Et je lui avais simplement, il était à l'époque directeur général ou président de l'ESSEC à Cergy-Pontoise. Et je lui avais simplement envoyé une invitation à ce qu'on se mette en relation sur LinkedIn suite au fait que j'avais beaucoup apprécié son article et je voulais tout simplement suivre ce qu'il publiait sur LinkedIn. Donc, vous voyez, typiquement, les relations peuvent être tout aussi simples. Récemment, j'ai eu l'occasion de faire un commentaire. C'est Jacques Attali, dans son livre sur l'histoire des médias, invite ses lecteurs à faire des commentaires ou à lui poser des questions. Je lui ai fait un commentaire et il m'a fait l'amabilité de me répondre par mail. Hein, ce n'était pas sur les réseaux sociaux, mais les barrières sont en train de tomber. Alors maintenant, il y a les abus derrière cette situation, avec ces gens qui utilisent les réseaux sociaux pour se défouler et dire pique-pendre sur nos élus, sur la société d'une façon générale, avec les fake news et les négationnistes. Mais cette population est une minorité, mais ils ont un pouvoir de nuisance qui est malheureusement terrible. Et c'est parce que nous prenons la parole, nous, entre guillemets, je ne vais pas dire gens bien pensants ou plus intelligents que les autres, mais tout simplement parce qu'on a un peu de raison et qu'on essaye de ne pas être vindicatif ou générateur de contenus qui n'ont aucun intérêt quand ils ne sont pas méchants. Je regarde aussi les bulles de discussion, hein, parce que ça va très vite dans la discussion. Et donc, on est à la fois donc, sur les outils. Là, on avait abordé ensemble hein, comment toucher en fait tous nos publics. Donc ça, on voit un petit peu. Et notamment, comment toucher les particuliers, qui sont un public plus difficile parfois à toucher. Et donc, et les collectivités. Là, on voit qu'il y a pas mal de CAUE qui utilisent, donc là, on n'est plus vraiment dans les réseaux sociaux, mais dans les outils Pinterest, en fait. On voit que là, il y a quand même pour essayer de montrer des exemples de réalisation. Alors, ça va très vite dans la bulle de discussion. J'appelle Virginie au secours si elle voit d'autres choses. Oui, juste préciser aussi, un CAUE nous a précisé qu'il avait ouvert plusieurs de ses réseaux sociaux, mais qu'il n'avait pas le temps, qu'il n'y avait personne de consacré pour ce poste. Aussi bien avoir en tête, évidemment, c'est très important, hein, on le voit quasi tous les CAUE, pour ne pas dire tous les CAUE, j'imagine, ont au moins un réseau social, mais il faut bien aussi se rendre compte que derrière, il faut qu'il y ait une ou des personnes qui gèrent et que c'est du temps passé. Voilà, c'est aussi quelque chose à tenir en compte et à avoir en tête lorsqu'on met des réseaux sociaux en ligne. Très bonne remarque, Virginie, et à ceux qui ont mis le doigt sur ce point important. Quand on utilise les réseaux sociaux, le défaut qu'ont beaucoup d'entreprises, beaucoup d'établissements,
c'est de confier cette tâche à temps partiel à des personnes, à des stagiaires ou à des jeunes, alors que c'est vraiment un job d'adulte. Je dis pas que les jeunes ne sont pas à la hauteur, mais il faut avoir un peu d'expérience et un peu de sagesse, un peu de recul et être un peu diplomate, voire beaucoup diplomate, pour gérer tous ces enjeux de la communication et de la visibilité de l'entreprise. J'ai créé personnellement un groupe qui s'appelle Bien Vivre à Montesson, la commune que j'habite, parce que justement, j'avais qu'un seul souhait, c'était d'élever le niveau des débats et de prendre la parole par rapport à la vie citoyenne de notre commune. Et j'ai constaté que malheureusement, beaucoup trop de personnes je ne sais pas si elles sont atteintes d'animosité ou de quelque chose de ce genre. En tous les cas, beaucoup de personnes se servent des réseaux sociaux pour se défouler sans être force de proposition. Et à chaque fois, je répète le même message. Je dis, être dans la critique, c'est bien, mais si vous voulez être positif, faites des contre-propositions. Sinon, c'est pas la peine de prendre la parole. Alors, je le dis avec tact, avec diplomatie, parce que je cherche pas à être un donneur de leçons, je cherche pas à être meilleur que les autres. Je cherche simplement à faire que les débats soient un peu plus intelligents. Et j'ai constaté, en fait, lors des débats qui avaient été lancés par le gouvernement à l'époque des Gilets jaunes, j'avais participé à un débat dans ma commune qui avait duré 2 heures et demie. Dans les premières minutes, les gens étaient vraiment vindicatifs, voire agressifs dans leur façon de s'adresser aux élus. Et puis progressivement, les élus ont expliqué, puis des personnes des citoyens lambda ont expliqué les enjeux, la mécanique de notre société, et progressivement, l'animosité est descendue et les gens ont été beaucoup plus raisonnables. Et à la fin, les questions étaient beaucoup moins vindicatives et on sentait que il y avait une réflexion qui avait commencé, qui avait élevé le débat. Et j'ai beaucoup apprécié j'ai bien noté cette évolution et c'est ce que j'ai fait en développant mon groupe sur Facebook. Et sincèrement, je vous invite à le faire. La pondération sur un réseau social est un job très important qu'il faut confier à des gens qui sont de bons diplomates et qui maîtrisent bien la subtilité des mots pour faire attention à ne pas vexer les gens. Ça, c'est très important, à pas être donneur de leçons. Dire à une personne qu'il a fait des fautes d'orthographe dans son poste, c'est on ne peut plus négatif. Il faut jamais faire ça. Il faut vraiment utiliser, comment dirais-je, la bienveillance. C'est la règle numéro 1 en fait sur les réseaux sociaux, notamment pour des établissements comme les vôtres. Mais je n'ai pas le moindre doute pour ce qui vous concerne. Une petite remarque d'Amélie Muller du CAUE 60 sur des réseaux sociaux, mais plus départementaux, c'est ça, Amélie? Désolée. Nous, on privilégie aussi le fait de mettre donc, sur le site du conseil départemental de l'Oise, quand on est association, voilà, quand on est, on va dire, acteur culturel, on a un petit réseau social où on peut informer justement tous les habitants, tous ceux qui se sont connectés à ce réseau. Donc, je ne sais pas si ça existe dans d'autres départements. Moi, je n'ai pas eu connaissance de ça, mais ça marche plutôt bien. Et comment il s'appelle, celui de l'Oise, du coup? En fait, on va sur le site du département de l'Oise et on a le petit réseau social quand on est connecté sur ce site. Alors, je ne sais plus exactement le nom qu'il a, mais je crois que c'est oise.fr, je crois. Mais c'est un réseau social qui a été développé par le conseil départemental? Oui, en fait, sur la page du site du conseil départemental, on a ce petit onglet où on peut échanger. Et après, pour la ville de Beauvais, il y a Beauvais e-Sculpture. C'est pareil, c'est un réseau où on peut mettre les événements, où on peut échanger avec d'autres associations, d'autres particuliers qui veulent en savoir plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos élus sont encore nombreux à avoir la culture papier. Alors, je dis pas que le journal n'est pas utile, mais il faut vraiment que le journal soit simplement un relais de l'information qui est disponible dans le détail au travers des réseaux sociaux qu'utilise la commune ou la communauté de communes. Alors, quand je dis les réseaux sociaux, c'est le site internet, c'est le blog, c'est la chaîne YouTube, c'est la chaîne podcast, c'est tous les moyens de communication numériques digitaux que peuvent utiliser les élus. Aujourd'hui, je déplore que malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ont du mal à y aller ou qui s'en servent très très mal.
Alors après, il y avait une remarque, Vianney, du CAE du Nord, tu me dis si je me trompe, mais tout à l'heure, tu parlais dans la bulle de discussion de firewall au niveau des collectivités. Oui, effectivement. Vous m'entendez bien, oui, c'est bon? Oui. Ok. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que par exemple, certaines collectivités, les salariés des collectivités locales n'ont pas accès aux réseaux sociaux parce qu'ils sont bridés par les informaticiens. Donc, effectivement, les techniciens avec lesquels on travaille également, parce que c'est vrai que Yves a mis dans la chatbox que les particuliers, c'est plutôt Facebook, Twitter, plutôt les élus journalistes. On travaille aussi beaucoup avec les techniciens ou autres des collectivités locales qui n'ont pas accès à ces messageries par les Google, par les Facebook, les Twitter, toutes ces choses-là, quoi. Merci. Ouais, tout à fait, c'est par leur compte personnel généralement qu'ils font ça. Ouais. Oui, et puis, mais effectivement, ouais. l'informaticien, j'ai le cas avec quelqu'un du conseil régional Hauts-de-France, eux, ils ne peuvent vraiment pas regarder. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde de son portable perso les messages que j'envoie, quoi. Alors, effectivement, Vianney, vous soulevez un point très important. Il arrive que, et il faut le comprendre, parce qu'il y a des enjeux de sécurité informatique. Oui, voilà. Aujourd'hui, que la cybersécurité, c'est un enjeu majeur, notamment pour toute organisation, à commencer par nos services administratifs ou similaires, comme les hôpitaux, auxquels je pense. Donc, ils doivent prendre des précautions et ils prennent des précautions qui sont draconiennes. Et une des précautions, alors il peut aussi y avoir des motivations sur je veux pas que mon personnel perde de temps, et ainsi de suite. Là, c'est un peu, il y a sujet à débat. Mais en tous les cas, la cybersécurité est un enjeu majeur. Ce sont les informaticiens qui en sont responsables. Ils ont plutôt tendance à être je bride plutôt que j'ouvre les portes à tout vent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que le PC professionnel qu'on utilise à son bureau, quel que soit son job, ne permet pas d'accéder à Facebook qu'on ne peut pas y accéder avec son portable. Hein. Donc, il y a toujours une voie pour y aller. Donc, on peut peut-être donner la parole à Clotilde du Pas-de-Calais qui a levé la main. Je réagissais au message d'Amélie pour dire que nous aussi, on s'appuie beaucoup sur le conseil départemental quand on passe des messages. Notamment, là, récemment, avec l'UR, on a mis en place un concours. Et donc, on s'appuie sur tous nos réseaux, que ce soit le conseil départemental, mais aussi l'éducation nationale qui ont un site, le NT, que ce soit d'autres partenaires. À chaque fois, voilà, on appuie beaucoup les réseaux parce que ça démultiplie. Voilà. C'est clairement le meilleur moyen de communication et je peux vous dire que les prochains panneaux, entre guillemets, d'affichage publicitaire des élections régionales, voire présidentielles à venir, les candidats auront perdu l'habitude d'aller coller des affiches. Hein. C'est plus par là que se passent les débats et que se font les opinions. Hein. C'est via les réseaux sociaux qui sont un moyen puissant, mais vous êtes unanime ou une très grande majorité à le considérer. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces réseaux sociaux, tous ces outils informatiques sont fréquemment gratuits. C'est parce que nous sommes le produit. Hein. Je n'invente pas cette phrase, elle est relativement connue. Quand c'est gratuit, c'est nous qui sommes le produit, qui intéressons les Facebook, Twitter et autres LinkedIn. Et il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est comme la presse. Leur objectif, ça a toujours été de nous capter notre attention, de nous prendre du temps de cerveau disponible pour qu'on bouffe la publicité dont ils font le commerce. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on a maintes fois cités, captent plus de 50% du budget publicité mondial. C'est considérable, hein. C'est la raison pour laquelle ils sont si outrageusement riches. Alors, je vais revenir sur un cas appliqué. Vous voyez toujours mon écran, présentement LinkedIn, et je vais passer sur Google Maps. Alors, Google, c'est le moteur de recherche qui a 95 à 97% de part de marché dans tous les pays européens, et la France est plutôt en tête qu'en queue de peloton. Donc, quand on est sur Google, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais aller sur Lyon, puisqu'on est avec le CAUE de l'Aisne. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller sur Lyon? Comment ça se fait? Je tape Lyon dans mon moteur de recherche. Je vais peut-être passer la parole pour conclure sur les réseaux sociaux à Yves Elbert, puisqu'il a, dans la bulle de discussion, il avait fait une petite synthèse et je pense qu'il y avait pas mal
Vous voulez que je fasse un petit… Oui, par rapport à les petites remarques de tout à l'heure, et puis aussi sur les enfants du patrimoine par rapport à Facebook, et puis le public en fait qu'on vise. Hein, c'était le… Oui, c'est d'après ce que je vois. Hein, c'est juste, je ne veux pas surtout faire une généralité, mais je vois que sur Facebook, on peut toucher des particuliers, on touche les associations, les réseaux nationaux, je pense, je sais pas, aux grands sites de France, aux parcs naturels régionaux. Avec Twitter, qu'on n'utilise pas, nous, Twitter, par manque de temps, et puis peut-être parce que c'est aussi 95 ou 98% de n'importe quoi. Enfin bon, avec notre président, on a beaucoup discuté de Twitter et on s'est dit, on laisse tomber. Bon, Twitter, c'est plutôt les élus et journalistes, comme on disait. Et puis Instagram, je m'aperçois qu'on touche beaucoup d'architectes, de paysagistes et quelques particuliers, mais surtout le monde des architectes et des paysagistes qui aiment bien mettre des belles images en ligne. Et puis LinkedIn, c'est surtout les professionnels, les journalistes, et puis le monde de la recherche, les chercheurs, les universitaires. Donc ça peut être intéressant aussi si on veut faire des partenariats avec eux. Voilà, encore une fois, le choix d'un réseau social, c'est quelle est la cible que vous voulez atteindre. Grand public, Facebook, vous venez de le dire, les professionnels, universitaires, recherche, entreprises, LinkedIn, journalistes, élus, Twitter, et les jeunes, TikTok éventuellement ou Instagram. Alors Instagram, c'est vraiment le réseau social de l'image. C'est la raison pour laquelle les architectes en sont plus consommateurs que tout autre, ce qui est normal. Donc là, je suis sur Google Maps et je vais chercher un dentiste. Je vais taper le mot dentiste et je vais trouver, sans que la carte soit beaucoup modifiée, Google Maps va m'indiquer tous les dentistes et à gauche, je vais avoir un volet de navigation qui va me mettre les notes données à différents dentistes. Alors, vous remarquerez que sur les dentistes, il n'y a pas beaucoup de notes. Donc, on peut supposer que quand il n'y a pas beaucoup de notes, que ces notes soient des notes de complaisance ou de non-complaisance. Je vais revenir tout à l'heure sur les avis qui sont donnés. Je vais aller sur un autre domaine. Je vais chercher un hôtel à Laon. Et là, il me redonne d'autres résultats. Alors, il me met les pavés sur la cartographie avec le prix de la nuitée pour chacun des hôtels. Et pareil, là, j'ai des notes et vous remarquerez que le nombre de notes ou de commentaires est beaucoup plus important que sur les dentistes. Donc, suivant le domaine métier dans lequel on est, notamment pour la restauration et l'hôtellerie, c'est la fonction qui consiste à noter et à faire éventuellement un commentaire sur un prestataire est très largement consommée par tout public. Ça l'est beaucoup moins dans d'autres métiers, et notamment vis-à-vis des administrations, que ça ne l'est comparativement avec la restauration et l'hôtellerie. Si je regarde à l'échelle, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais on va regarder à l'échelle d'une région. On va prendre les Hauts-de-France, et là je vais taper CAUE. Alors, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont référencés. Alors, je vais en prendre un au hasard, celui qui est du côté de Saint-Dizier. Toc, je clique dessus. Et je vois pas grand-chose. En fait, il y a vraiment une très faible activité au niveau des CAUE. Et à mon avis, vous auriez avantage à travailler votre visibilité sur Google Maps, donc ce qu'on appelle Google My Business, c'est-à-dire créer votre page entreprise sur Google My Business, et là aussi à publier et à être visible. Parce qu'il faut savoir que les jeunes générations, les pages jaunes, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Ils ont complètement éludé. C'est comme si vous demandiez aux jeunes d'utiliser le Quid. Il n'y a que les anciens qui savent ce que c'est. Eux, ils utilisent Google Maps quand ils recherchent un prestataire de service. Et bien évidemment, ils n'hésitent pas à le consommer quand ils vont faire des recherches, quelle que soit la nature du prestataire. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu récemment pour l'anecdote avec mon cher père, fan d'Internet, mais pas toujours très agile, du haut de ses 91 ans. Il habite à Saint-Germain-en-Laye, enfin peu importe la commune, et il était confronté à un problème. Il cherchait un prestataire pour faire réparer son iPhone. Donc, je lui ai dit, écoute, tu vas sur Google, tu cherches et tu devrais trouver sans problème facilement. Alors, il ne savait pas comment faire, donc je lui ai montré. On va sur la ville de Saint-Germain-en-Laye, on tape smartphone, réparation smartphone, faute de frappe,
Et voilà, et là, je trouve immédiatement le prestataire à Saint-Germain-en-Laye qui s'appelle Prior Repair, et je clique et je vois ici son site internet, les avis, son adresse, son numéro de téléphone, ses heures d'ouverture. Donc vous voyez, il y a une richesse d'informations qui fait qu'on arrive à tout de suite repérer n'importe quel prestataire et éventuellement à le choisir ou à ne pas le choisir. D'accord ? Alors, pour l'anecdote, quand on va voir généralement les avis qui sont donnés sur un prestataire, on peut afficher les avis en les triant par avis les plus pertinents, les moins favorables, les plus favorables ou les plus récents. Et bien évidemment, quand on va voir les avis, généralement, on commence par les moins favorables pour savoir quelles sont les raisons qui font que les gens n'ont pas apprécié ce prestataire. Après, il faut savoir lire entre les lignes, parce qu'il peut y avoir des avis médisants et des avis excessivement bienveillants faits par des amis des prestataires. Donc, je voulais simplement attirer votre attention sur Google, qui est l'outil majeur sur Internet, hein, c'est incontestable, et sur Google Maps, j'oublie YouTube, puisque YouTube c'est Google aussi, sur Google Maps, qui est vraiment un outil très important, au-delà de toutes les fonctions cadastrales qui peuvent vous intéresser, mais je crois que vous avez d'autres outils professionnels. Alors c'est vrai, Jean-Philippe, que là, on voit dans les discussions que c'est certains CAUE, enfin, pourquoi pas, apparemment, parce que c'est vrai que ça faisait partie, on était un petit peu, est-ce qu'on gardait ça nous surprenait un petit peu, hein, comme on disait, on avait l'impression que c'était plutôt tout ce qui était restaurant, hôtellerie, qui était référencé sur Google Maps. Mais je vois dans les réactions que il y a ça, par exemple, Google My Business, c'est ça, pour le CAUE 62. Voilà, pour avoir une page sur Google, c'est Google My Business, c'est l'application Google My Business. Après, il y a le problème, on fait remarquer, là en ce moment, c'est vrai qu'on a des changements d'horaire d'accueil qui s'adaptent en fonction de la crise sanitaire et qu'il faut être très réactif pour, on va dire que c'est une période. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir sur ça, sur vos pratiques par rapport à… Je me disais que c'est vrai que pour toucher nos particuliers, ça pourrait être quelque part le plus simple. Vous pourriez très bien collectivement créer un Google Maps qui donne la cartographie de tous les CAUE de France et de Navarre. Hein. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole éventuellement sur ça ou sinon on continue? Oui, alors, c'est Vianney du CAU du Nord à Lille. Donc effectivement, nous, parallèlement, on a également monté une base de données au niveau des CAU de France. On est 45 CAU à peu près à abonder une base de données qui s'appelle l'Observatoire des CAU. Et donc effectivement, on utilise l'outil Google Maps. Donc effectivement, et ça marchait plutôt pas mal au niveau du référencement, de la localisation des projets, aménagement paysager ou autre. Et là, on est arrivé à une limite par rapport au prix. Par rapport, effectivement, quand on a une fréquentation assez poussée, on doit payer un supplément et donner une carte bleue. Et donc là, on est en train de réfléchir par rapport au outil Google Maps, mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai quand on avait fait ce développement-là il y a quelques années, on avait hésité entre l'outil Google Maps et les outils de cartographie autres, type Esri ou autre. Quoi. Ah oui, mais là, vous parlez d'un usage professionnel de Google Maps. Bah là, c'est par rapport à la localisation des projets architecturaux, paysagers, référencés et repérés par les CAUE. D'accord, donc là, on est sur une utilisation professionnelle, ce n'est pas l'utilisation grand public que j'évoque. Hein. Quand vous parlez de… en gros, c'est simplement placer les CAUE de France. C'est ça que… C'est en fait quand… Ouais. Placer les CAUE, votre CAUE, et publier des actualités sur ce qui se passe au sein de votre CAUE, c'est-à-dire des petites vidéos, des événements ou toute autre actualité. C'est une page entreprise. Je vais vous donner un exemple. Une fois, je suis allé faire un petit reportage chez un libraire dans ma région. Je lui ai dit, je vais mettre la vidéo sur votre page entreprise. Il m'a dit, ma page entreprise, mais je n'ai pas de page entreprise sur Google. Je lui ai dit, mais si vous avez une page entreprise, on y est allé. Il avait 35 commentaires. Il n'avait jamais remarqué qu'il avait une page entreprise et qu'il a eu 35 commentaires. Alors, ils étaient plutôt positifs. C'était très bien, mais il ne le savait même pas. On a le CAUE du Finistère qui dit qu'ils ont une fiche entreprise sur Google. Ah, alors là, j'étais sur le CAUE Lille, pour vous donner un exemple. Donc, il y a 3 notes avec une moyenne de 4,3. Il n'y a aucun commentaire. Je vais aller sur le CAUE, vous me dites, Frédéric? Du Finistère. CAUE Finistère. Tac. Il y a un peu plus d'avis, 4 avis. Et là, quand on clique dessus, eh bien,
voilà ce que l'on voit. D'accord? Donc, il y a Éventuellement, Aude, si... commentaire du CAE du Finistère? Ni micro ni caméra, donc c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, tout ça pour attirer votre attention sur l'importance que peut avoir Google Maps et donc Google My Business, qui est beaucoup plus forte que sur Twitter. Le commentaire a été fait sur Twitter, c'est 98% de choses complètement contre-productives. Et ça, encore une fois, ça concerne que les élus et la presse. Mais Google My Business et donc Google Maps associés peut être un moyen d'atteindre votre public. Ne négligez pas non plus, encore une fois, en fonction de votre cible, les adolescents ou les étudiants, enfin les adolescents qui sont gros consommateurs d'Instagram et de TikTok. On nous demande également des conseils pour susciter des commentaires dans Google Maps. Alors, en fait, plus vous publierez de contenu, plus vous allez être mis en avant par Google, et plus vous allez avoir de commentaires, plus Google va en conclure. Alors, quand je dis Google, c'est les algorithmes. Hein. Plus les algorithmes de Google vont conclure que, puisqu'il y a des commentaires, ben, ça veut dire que vous avez un public qui s'intéresse à vous, donc il va vous donner de la visibilité. C'est vraiment le principe des algorithmes. Ça nous arrive des fois de recevoir, enfin moi, par exemple sur notre téléphone, qu'avez-vous pensé de, enfin même sur justement CAUE, quand on passe quelque part, en général, on reçoit, qu'avez-vous pensé de ce lieu? C'est à ce moment-là, en fait. Alors, la machine nous pousse, alors c'est bien évidemment toutes ces GAFAM, nous pousse à consommer, à donner notre avis à tout bout de champ sur tous les prestataires. Et puis, quand vous achetez à la FNAC, après, ils vous demandent votre avis sur l'achat que vous avez fait en ligne à la FNAC. Et je ne cite que cet exemple. Alors, on a le temps ou pas de faire des commentaires ou de mettre des notes. Mais le principe, c'est de nourrir la machine à se rendre visible, en fait. Et ça, c'est le rôle du community manager. Maintenant, à chaque fois que vous avez un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, il faut répondre. Et est-ce que cette question, elle n'est pas posée quand on fait une recherche, par exemple dans Google Maps, rien que pour identifier l'adresse de là où on a rendez-vous C'est évidemment la première chose. C'est évidemment la première raison d'utiliser Google Maps, c'est de pouvoir aller d'un point A à un point B. Et c'est la raison pour laquelle on est nombreux à avoir notre smartphone comme GPS dans nos voitures. Je vais passer à la question suivante. Mais une demi-heure au niveau du temps, c'est correct? Oui, c'est bon. Je vais passer à la question 6. Alors, on a déjà largement traité les réseaux sociaux, donc je ne vais pas revenir sur le chapitre 2 qui a été englobé dans le chapitre 1 des réseaux sociaux. Par contre, je vais vous soumettre la question. Donc, ce n'est pas l'inquisition, je vous rassure. Est-ce que vous utilisez Google pour mettre des notes sur les établissements que vous consommez, entre guillemets, hôtels, restaurants ou tout autre? 48 réponses sur 53. 49. Un petit effort, 50. Tac, tac, tac. Non, pas 50. Bon, c'est pas grave. Je mets fin au sondage et je le partage avec vous. Eh bien, vous êtes 90% à ne pas utiliser cette fonction qui consiste à mettre des commentaires. Moi, personnellement, j'aime bien, alors je vivais avec pondération et j'ai plutôt tendance à faire des commentaires, surtout quand je suis satisfait. Et quelquefois quand je suis très insatisfait. Mais quand je suis très insatisfait, je suis très méchant parce que je détaille l'objet de mon insatisfaction. Mais ce n'est pas par plaisir, hein, sincèrement, c'est parce qu'il y a vraiment des prestataires qui font des jobs inadmissibles. Mais j'évite d'être méchant. Donc voilà, alors je ne vous dis pas consommer ou pas, hein, mais vous pouvez apporter votre contribution à cette mécanique. Je vais revenir sur la dernière question relative aux réseaux sociaux. Je vais vous la proposer. Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez, que ce soit à titre personnel ou professionnel, pour voir un peu quel est le poids des uns par rapport aux autres dans vos domaines métiers? Alors, pourquoi je vous pose la question à titre personnel ou professionnel? Vous voyez ma question? Oui, je ne voyais pas la réponse. Pourquoi est-ce que je vous pose la question à titre personnel ou professionnel? Tout simplement parce qu'on est tous consommateurs à deux titres des réseaux sociaux. Soit en tant que producteur de contenu, soit en tant que consommateur des contenus. Donc, personne n'utilise TikTok ou Twitter, vous utilisez peu YouTube, vous utilisez
peu WhatsApp. Je suis très étonné parce que généralement, WhatsApp est quand même pas mal utilisé. Enfin, encore que comme c'est question à choix unique, Oui, voilà, tout est parti sur c'est trompeur. Facebook, ouais. Voilà. Mais vous êtes une majorité à utiliser Facebook dans l'ordre, Instagram et LinkedIn. Et pour ceux qui utilisent les trois, ben, vous ne pouvez pas répondre. Et donc, mon sondage n'a pas une grande valeur. Alors, comme on a parlé largement des réseaux sociaux, n'oubliez pas que les messageries instantanées, principalement WhatsApp et Messenger, sont de plus en plus utilisées en lieu et place des messageries traditionnelles email. Alors, on va aller sur… Une petite question, Jean-Philippe. On nous a posé justement quel est l'outil que vous utilisez pour les sondages. Je me permets. C'est une fonction dans Zoom, en fait. C'est une fonction qui est dans Zoom. Alors, entre les différents outils de visio-réunion et de webinaire, il y a une différence entre réunion vidéo, comme on l'a fait présentement, où on est tous autour de la table, on a tous la visibilité de tout le monde, et les webinaires où c'est descendant, c'est-à-dire que l'organisateur voit tout le monde, mais tout le monde ne voit pas les autres. Zoom, de mon point de vue, est l'outil techniquement le plus au point. Mais Zoom ne fait que de la visio-réunion ou du webinaire, à l'inverse de Teams, qui fait de la visio-réunion, peut-être un peu de webinaire, mais qui fait beaucoup d'autres choses au niveau du collaboratif. Mais sur le plan technique, Zoom est vraiment, au niveau de la qualité vidéo, audio, de l'enregistrement, c'est vraiment l'outil qui donne les meilleurs résultats. Et accessoirement, il est gratuit pour des réunions jusqu'à 100 personnes d'une durée de moins de 40 minutes. Et si on veut un compte payant… Et son impact aussi écologique n'est pas trop mauvais. Il est classé en 3e position. Après, en premier, c'est GoToMeeting. En deuxième, je ne sais plus, c'est 3e Zoom. Ouais, alors, merci beaucoup pour cette remarque qui m'intéresse beaucoup. Mais qui n'est pas le sujet du jour. Non, mais je vais quand même vous donner une information à ce sujet. Quand on parle de la pollution du numérique, je m'insurge parce que si vous deviez faire avec des méthodes d'avant, ce que vous faites avec le numérique, inutile de vous dire que la pollution serait, mais alors largement plus importante que ce qu'elle est avec le numérique. Alors c'est vrai, je vous donne l'exemple de la photo. Quand on faisait des photos en argentique, la pollution des photos argentiques était terrible parce qu'il y avait des quantités de produits chimiques utilisés pour produire les films, pour développer les films, dont on n'avait pas conscience. La seule différence, elle est notable, et je vous l'accorde, entre le numérique et la photo argentique, c'est qu'avec le numérique, on fait beaucoup plus de photos que ce que l'on faisait avec l'argentique. Et quand on appuyait sur le déclencheur de son appareil photo argentique, avant, on réfléchissait parce que ça avait un prix. Aujourd'hui, la photo numérique ne coûtant pratiquement rien et son partage ne coûtant pratiquement rien, voire zéro, en dehors du prix du smartphone, eh bien, on a tendance à surconsommer à outrance les photos. Instagram en est la brillante démonstration. Donc, il faut relativiser faut réfléchir à deux fois quand on dit que le numérique pollue. Hein. D'une certaine façon, il pollue, mais d'une autre façon, il évite beaucoup de pollution qui était autrement plus méchante avant le numérique. OK, je passe aux outils. Alors, concernant les outils, je vais commencer par les sites Internet et donner la parole à Virginie pour que vous nous parliez de votre site web et éventuellement de votre blog. Je vous avouerai, je ne me souviens plus si vous en aviez un ou pas, et éventuellement de la plateforme collaborative que vous utilisez. Oui, alors non, donc on n'a pas de blog. Je vais vous parler brièvement de la plateforme participative Espace Territoire. Donc, en fait, on parle de cette plateforme parce que c'est pour l'instant, donc bientôt, il y aura la plateforme proposée par la FNCAIE, mais pour l'instant, la seule plateforme qui existe et qui est portée et animée par plusieurs CAIE, qui est donc une plateforme participative du cadre de vie qui s'appelle Espace Territoire. Il permet de promouvoir la qualité du cadre de vie et de développer l'esprit de participation du public. Donc concrètement, en fait, ça peut être une plateforme visible ou non du grand public, de tout public, et ça permet de pouvoir échanger des documents ou travailler sur des projets ensemble, donc soit au sein d'une même équipe, par exemple, l'équipe la plus restreinte, on va dire, soit d'élargir plus à nos partenaires ou à certains publics cibles comme les élus.
Et puis, ça peut être partagé justement à tout l'ensemble et visible sur Internet. Donc, nous, c'est en tout cas, donc on l'utilise pour notre site Internet. Donc, c'est une plateforme où chaque personne de notre CAUE peut alimenter notre site Internet via cette plateforme. Voilà, je développe pas plus. Ce que je vais faire, c'est je vais vous glisser les liens web vers la plateforme et vers certains exemples aussi que d'autres CAUE en ont fait, notamment par exemple sur les arbres remarquables. Il y a plusieurs CAUE qui ont développé une plateforme collaborative là-dessus. Sur le florissement participatif, il y a plein de sujets en rapport avec les thématiques que l'on traite. Donc, je vais vous glisser les liens web dans Converser. Une bonne remarque, Virginie. Si vous avez des sites Internet à recommander ou des articles, comme le font certains, n'hésitez pas à les partager dans notre fil de discussion. Alors, concernant les sites Internet, un site Internet et les blogs. Un site Internet, c'est un site, entre guillemets, statique. Et comme tout site statique qui se respecte, ben Google, il n'aime pas ce qui est statique. Entre guillemets, ça ne va pas servir vous aurez du mal à être naturellement visible, très visible avec un site web simple. À l'inverse, quand vous associez dans votre site Internet ou de façon séparée, peu importe, un blog, ça sert à publier des articles. C'est une sorte de journal et vous allez pouvoir avoir des blogs qui vont être plus ou moins sophistiqués. L'intérêt d'un blog étant que vous pouvez mettre non seulement du texte, mais des images et des vidéos. Que ces vidéos, vous en soyez les producteurs ou pas, si typiquement vous avez un enfant qui a fait une petite vidéo sympa sur un événement qui concerne votre CAUE et qui l'a publié sur YouTube, eh bien, rien ne vous empêche de relayer cette vidéo et de la mettre sur votre blog. Alors, j'ai partagé mon écran. Je suis allé faire une petite recherche rapide sur Internet pour aller voir quels sont les CAUE qui ont un blog. Et là, j'en ai trouvé un. Alors, c'est pas un critère de sélection particulier. C'est tout simplement parce que je l'ai trouvé et entre les deux premiers que j'ai trouvés, ben, c'est celui qui me paraissait intéressant, qui me paraît même très intéressant, c'est le CAUE de l'Hérault, le blog du CAUE de l'Hérault, avec, comme vous le voyez, les menus de navigation extrêmement simples, le CAUE 34, donc c'est qui sommes-nous, je présume, l'équipe, et puis la page contact. Alors, sur un site Internet, il faut éviter à tout prix de mettre des liens vers des messageries. Hein. Ça, c'est la chose à bannir totalement, et c'est l'utilité de la page contact. Et puis, en dessous, à droite, là, ce sur quoi je passe ma souris, ce sont les catégories du blog. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un blog, on va organiser ses articles par thématique, par catégorie. Et là, les catégories, elles sont clairement en relation avec le métier d'un CAUE, réfléchir à son habitat. Et quand je clique sur cette catégorie, eh bien, je vois la liste des articles qui parlent de cette thématique, réfléchir à son habitat. Et dans un article, eh bien, j'ai une image à la une, qui est l'image principale de l'article, un résumé, le rédactionnel de l'article, et puis derrière, il y a 3 vidéos. Alors, je ne vais pas les ouvrir, mais on peut derrière voir les vidéos. Si je clique sur une autre catégorie, aménager sa commune, eh bien là, je vais trouver tous les articles qui parlent de l'aménagement de la commune. Donc, un blog, c'est une page Internet dynamique. Et le gros intérêt, alors je ne sais pas s'il y a des commentaires, il n'y a pas l'ouverture aux commentaires. Le gros intérêt du blog, c'est que les lecteurs de votre blog peuvent faire des commentaires sur votre blog. Et ça, Google adore, parce que plus vous aurez de commentaires sur votre blog, plus, au-delà de de la nature des commentaires qui sont faits, plus Google va considérer que ce que vous racontez intéresse un large public. Donc, c'est un très bon moyen de se donner de la visibilité et de faire que vous soyez rapidement référencé. D'accord ? Donc, que vous soyez bien référencé, parce que l'enjeu du référencement sur Internet et sur Google est capital. Qu'est-ce qui va se passer si on tape le mot architecte dans l'Hérault? Est-ce que le CAUE ou architecture dans le CAUE, est-ce que votre architecture dans l'Hérault, est-ce que votre site Internet va être en première page ou pas? C'est ça l'enjeu du référencement. Parce que quand on fait des recherches, on est 90% à se contenter de ce qu'il y a en première page. Donc, si vous n'êtes pas visible en première page, eh bien, votre investissement en termes de visibilité n'a pas de bons résultats. Alors après, il y a tout un tas de techniques pour pouvoir être visible, soit en payant un prestataire, soit en publiant des articles. Et en publiant des articles sur un blog, c'est un très bon moyen d'être référencé gracieusement. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs, à titre
vraiment d'exemples. Je vais sur Google, je tape formation Outlook. Est-ce que mon blog me permet d'être bien visible? Alors, je regarde. Donc, Orsis, cette formation, c'est moi qui l'anime, mais malheureusement, elle n'est pas à mon nom. Je descends et les formes, CP Visionary. Alors, Microsoft devrait être bien placé. Voilà. Alors, les premiers, ce sont les personnes qui payent pour être visibles. Ce sont les annonces. Donc, ce sont les annonces payantes. Et quand je descends, le premier à être visible, naturellement, c'est Microsoft. Je descends un petit peu. Est-ce que je suis visible? Voilà, je suis en 6e position. Eh bien, si je n'avais pas de blog, je ne serais absolument pas visible sur Google. D'accord? Donc après, être en pole position, c'est le défi à relever, mais je ne publie pas encore suffisamment d'articles pour être bien visible. Donc ça, c'est le site internet et le blog. Je n'ai pas posé la question. Quels sont les outils? Si je vais vous poser la question, je vais vous soumettre une question, la question relative aux outils. Quels sont les outils avec lesquels vous êtes à l'aise? Donc, blog pour la rédaction d'articles et de tout contenu associé. Production de podcast, donc une radio en ligne. Le podcast, c'est de la radio, c'est du son essentiellement. Les photos, est-ce que vous avez des affinités, est-ce que vous avez l'œil d'un photographe? Est-ce que vous êtes Cartier-Bresson dans l'âme? Produisez-vous vos vidéos, que ce soit à titre personnel ou professionnel, et produisez-vous une newsletter. Normalement, c'est choix multiple. Donc, c'est plus que normalement, c'est indiqué choix multiple. Alors, il y a une question, parce que c'est vrai que moi, j'avoue que je découvre en tant que non chargé de com, le site internet est en concurrence avec le blog. Donc moi, si on peut repréciser un petit peu, parce qu'effectivement, ce n'est pas en concurrence, mais il y avait aussi par rapport à la newsletter, comment on positionne la newsletter par rapport au blog. Je pense que pour certains, il va y avoir des précisions à apporter, pour d'autres, c'est très clair. Ok. Ouais. Pour l'Hérault, si vous voulez. Oui. Alors, moi, je suis dans l'Aude, mais c'est la même région. Et en fait, il y a un historique, parce que je pense que voilà, Valérie, ma collègue de l'Hérault, n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, en fait, l'Hérault est sorti de l'Union régionale pendant quelque temps. Et de ce fait, a créé ce blog, puisqu'il ne pouvait plus être dans le site web qui était commun en fait à la région. Donc ce blog a été créé pour combler, pour pallier ce manque. Donc il n'était pas ce blog en lien avec un site. En fait, il se substituait à la page qui leur était offerte dans le site web régional. Je ne sais pas si je m'explique très bien. Oui. Voilà, donc ce n'était pas deux supports, mais un seul qui vivait tout seul et qui s'était détaché en fait du site web régional. Voilà. D'accord, donc c'était le vilain petit canard, si je comprends bien. Depuis, qui est en train de rentrer dans le rang, donc je pense qu'ils vont devoir clôturer très vraisemblablement ce blog, puisque là, ils réintègrent, à moins qu'ils le gardent en parallèle, et ça, je ne sais pas. Écoutez, en tous les cas, sans connaître le contexte, merci de l'avoir précisé, je trouve qu'apparemment, leur blog est intéressant. Alors, le blog est complémentaire du site Internet. Moi, sur mon site Internet, je présente mes programmes de formation, mes domaines d'intervention au niveau du conseil. Et sur mon blog, je publie des articles. Mon blog est associé à mon site parce que c'est tout simplement, il est tout simplement fait avec l'outil qui fait référence dans le domaine qui est WordPress. Et donc, le fait que mon blog m'aide à bien référencer mon site, en fait. Et la partie, entre guillemets, commerciale, marchande de mon site Internet, c'est le site, c'est pas le blog. Le blog n'est simplement qu'un faire-valoir. Alors, un faire-valoir, je partage beaucoup d'informations et j'essaie de faire que mes articles soient pertinents et utiles. Je ne fais pas du remplissage pour le plaisir de faire du remplissage et je vous laisserai l'apprécier au travers des articles que vous pourriez lire en fonction de vos centres d'intérêt. Alors, je vais faire les commentaires sur le sondage que je viens de publier. Très rapidement, je le partage avec vous. Donc, vous êtes une majorité à être pro-photographe, donc on a une belle brochette de Cartier-Bresson en perspective. Vous êtes 48% à avoir des affinités avec la rédaction d'articles sur des blogs. Production de podcasts, vous êtes très peu, ça c'est normal, parce que le podcast en France, ce qu'il faut savoir, c'est que 15% des Français utilisent les podcasts, consomment les podcasts, et je ne parle pas des émissions en replay,
parle vraiment des podcasts, des émissions natives, originales, et les consommateurs de podcasts sont essentiellement plutôt des jeunes, des CSP+, et urbains. Mais personnellement, je consomme depuis 5 ans à peu près les podcasts, et il y a une source d'informations, mais qui sont d'une qualité et d'une pertinence extraordinaire. Je préfère 100 fois les podcasts aujourd'hui. Je passe plus de temps à écouter les podcasts qu'à regarder des vidéos sur YouTube, très sincèrement. Et Dieu sait si je suis consommateur de vidéos sur YouTube. Donc, le podcast est vraiment un contenu extrêmement pertinent. Malheureusement, je regrette, en tous les cas, j'espère que ça va changer. Il n'est consommé que par une partie de la population française, mais c'est en train d'augmenter depuis mars 2020, parce que la pandémie fait que les gens consomment plus de contenu sur Internet. Les vidéos représentent 40% de la consommation et les newsletters 64%. Alors il y a un truc qui monte en ce moment. Alors ça monte, mais beaucoup dans les domaines du marketing digital. C'est le réseau social Clubhouse, sachant qu'il est limité aux utilisateurs d'iPhone. Il ne fonctionne pas avec Android. Mais en tous les cas, c'est un réseau social très intéressant. C'est tout simplement la possibilité d'organiser des réunions avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes, en audio seulement, en live et sans possibilité d'enregistrer. C'est-à-dire que si vous participez à la réunion, eh bien, vous loupez la réunion. Et sincèrement, il y a un niveau de bienveillance sur Clubhouse qui est phénoménal. On n'est pas du tout sur Twitter avec les règlements de compte. Hein. C'est un réseau social que, pour ceux qui font un iPhone, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc voilà le résultat de ce sondage. Alors si j'en viens aux outils techniques, donc on vient de voir les sites internet et les blogs. En tous les cas, moi sincèrement, le blog c'est un truc qui est extraordinaire, à tel point que je publie des contenus à titre. J'ai un blog personnel sur les rivières et canaux, c'est un de mes sujets passion. Je passe sur les détails et qu'il faut absolument que je fasse revivre parce que je voudrais donner plus de visibilité à cette passion. Concernant les emailing par rapport aux les newsletters par rapport au blog. En fait, votre newsletter va être le moyen tous les mois de pouvoir envoyer aux gens dont vous avez les adresses mail et qui vont accepter de recevoir votre newsletter, qui s'y sont abonnés, vous allez pouvoir leur envoyer la liste des articles que vous avez publiés sur votre blog. Vous n'allez pas faire une newsletter avec la totalité des articles. Vous allez simplement mettre le titre de l'article, le chapeau, le résumé de l'article en 3 lignes, et les gens vont pouvoir cliquer pour aller voir votre article. Parce que normalement, quand on a un blog, il faut faire en sorte que les gens puissent s'abonner à votre blog de façon à ce que à chaque fois que vous publiez un article, ils le reçoivent automatiquement. Mais vous avez probablement une part importante de votre public dont vous avez potentiellement les adresses mail et qui ne se sont pas abonnés à votre blog. Donc, quand vous allez publier des articles, ils ne sont pas nécessairement au courant. Donc, un des moyens de pouvoir donner de la visibilité à vos articles sur votre blog, c'est tout simplement d'envoyer un emailing mensuel, pas trop d'emailing, faut être le moins intrusif possible. Donc, envoyer par emailing mensuel la liste des articles que vous avez publiés, éventuellement par thématique. Vous pouvez aussi relayer les articles de votre blog sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, c'est le moyen qu'il faut utiliser systématiquement. Quand vous avez un article, eh bien, il faut le relayer sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous montrer une fonction qui est très importante sur un blog que je ne vois pas présentement d'ailleurs sur le blog. Alors, je pense que ça mériterait vraiment des précisions. Il y a pas mal de questions sur les blogs. Je pense peut-être aussi au niveau de l'organisation dans la gestion des informations. Je vais revenir, je vais repartager mon écran. Je pense qu'il y a des questionnements aussi sur la redondance en fait, et puis sur encore une fois sur le temps passé à nourrir tous ces sites. Alors, le temps passé, aujourd'hui, la communication digitale est indispensable dans toute organisation qui se respecte. Maintenant, est-ce que vous y consacrez un temps partiel ou un temps complet? Je pense que quand on est dans une structure d'une 50aine de personnes, il faut avoir une personne à temps complet qui s'occupe que de la communication digitale. Et c'est un travail, ça ne s'improvise pas sur le coin d'un bureau en annexe d'un autre job principal que l'on peut avoir dans l'entreprise. Là, par exemple, je partage une petite réaction du CAE 88 qui donc a son site internet porté par son logiciel documentaire
Et en page d'accueil, la mise en ligne d'actualités sur le CAUE et d'une revue de presse pour dynamiser la page d'accueil. Et je pense que chacun fait un petit peu sa popote, non? Enfin, je ne sais pas. Je vais aller tout de suite voir CAUE du CAUE 88, mais on peut peut-être éventuellement donner plutôt la parole à… Voilà, bon, on a déjà répondu, hein, il y a d'autres… on a déjà répondu à la question s'il y a une différence entre blog et site internet. Christelle, éventuellement, du CAUE 88, est-ce que tu veux intervenir? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Alors, je suis documentaliste en fait au CAUE 88 et il y a quelques années, on s'était posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait mettre en place notre site internet. Et comme moi, je gérais en fait le portail documentaire de notre bibliothèque, on a décidé de monter le site du CAUE sur notre portail documentaire. Alors, je suis désolée, il est actuellement totalement inaccessible. On a été touché par le sinistre OVH. Et donc là, on attend de savoir si on peut récupérer notre backup. Donc, je ne pourrais malheureusement pas vous le présenter. Mais ce qu'on a trouvé, enfin, ce que moi j'avais trouvé comme solution, c'est de mettre en place notre revue de presse afin de permettre à ce que le site fonctionne tout le temps et qu'il y ait tout le temps de l'actualité, tout le temps des nouveautés, ce qui permet effectivement d'avoir un référencement au niveau de Google qui marche très, très, très bien. L'enjeu premier, c'est de donner une information, de partager votre savoir, votre compétence, vos compétences, vos savoirs avec votre public. La deuxième, la conséquence d'un blog bien fait, c'est que vous allez être visible et que vous allez avoir matière à produire du contenu. Alors, je vais vous montrer un graphique qu'il est important de comprendre de voir pour comprendre les enjeux d'un blog. Alors, je vais aller chercher l'article. En fait, quand vous publiez sur Internet, quand vous voulez être leader d'opinion sur Internet, il faut savoir que 1% de la population va publier du contenu, quelle que soit la nature de ce contenu, article, contenu audio, photo, vidéo. Ce sont ces gens-là qui publient, qui sont leaders d'opinion. Au-delà de tout avis, de tout jugement que l'on peut avoir sur la nature de ces contenus. La deuxième population, les 9%, ce sont les réactifs. Les réactifs, ce sont ceux qui vont commenter, noter, relayer, c'est-à-dire partager les articles, les contenus qui sont publiés par les 1% de proactifs. Et les 90% de passifs, eh bien, ce sont ceux qui vont lire ce qui se passe sur Internet, quelle que soit la source, réseaux sociaux, site, blog ou tout autre, ou journal, qui vont lire ces contenus et qui n'en penseront pas moins, c'est-à-dire qu'ils vont se faire une opinion, ils vont être influencés par ces contenus. Et cette répartition des 1%, 9%, 80% dans la vie sociale, elle est vraie tant sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Les leaders d'opinion, ce sont les gens qui publient. Et plus vos publications sont de qualité, plus vous avez de visibilité. Inutile de vous dire que Jacques Attali sur LinkedIn, il a quelques milliers de followers, d'accord ? Donc, c'est parce qu'il publie énormément de bouquins. Alors, c'est un épiphénomène, enfin, c'est un homme exceptionnel, Attali. Je parle de l'homme qui publie du contenu, au-delà des avis qu'on peut avoir sur ce qu'il a publié, mais c'est un puissant fond. Et donc, si vous voulez être leader d'opinion en tant que CAUE dans votre département autour de vos métiers, il n'y a pas 36 solutions, il faut publier du contenu. Et ces contenus, les principaux contenus que vous pouvez publier, c'est dans l'ordre des articles sur un blog, des contenus vidéo, des photos, voire de l'audio avec un podcast, et le tout relayé sur les réseaux sociaux. Des questions ? Alors, il y a des petits commentaires, notamment sur le CAUE 31, plus pour des précisions, en fait, hein, sur des outils un petit peu utilisés pour communiquer, comme on a notamment, alors je ne sais pas, je vais mal le prononcer, hein, Scoopit, c'est ça ? Scoopit, oui. Oui, voilà. Entreprise toulousaine. On a également WordPress, donc après, je ne sais pas… Alors, WordPress est ce qu'on appelle un CMS, je ne me souviens plus ce que veut dire l'acronyme CMS, c'est un outil informatique qui permet de développer son site internet ou son blog, voire les deux en même temps. On dit souvent de WordPress que c'est un outil qui est simple d'utilisation. Que nenni, c'est un outil sophistiqué et pour pouvoir développer son site internet ou son blog, il vaut mieux se faire correctement accompagner. Concernant Scoopit, c'est un outil de curation.
Alors, la curation consiste à pouvoir partager des articles sur lesquels vous faites de la veille et de rendre visible votre veille par rapport à une thématique donnée, par rapport à une ligne éditoriale donnée, rendre disponible votre veille, la partager avec votre public sur votre site internet ou sur votre blog. Donc, Scoopit est destiné à ça, c'est un logiciel de curation. Il y en a un autre qui s'appelle, que je ne vous dise pas de bêtises, qui s'appelle Pocket. Pocket est gratuit et c'est un outil qui est ultra simple et qui est vraiment très pratique pour faire de la veille, pour pouvoir gérer tous les articles qui nous intéressent et sur lesquels on souhaite garder une trace. J'en profite aussi pour vous parler d'un outil qui est particulièrement intéressant, Google Alert, qui vous permet de pouvoir générer automatiquement une veille sur des mots-clés qui vous intéressent. Et le premier de ces mots-clés sur lesquels vous auriez avantage à créer une Google Alert, c'est tout simplement le CAUE de votre établissement. Typiquement, CAUE de l'Aisne. Comme ça, vous pourriez recevoir toutes les actualités concernant votre CAUE, quel que soit l'auteur de cette information ou de cette publication. Des questions? Alors, il y a plus des partages sur des utilisations, en fait, alors que moi, qui me sont complètement étrangers, je ne les utilise pas dans ma pratique. Virginie, peut-être tu peux peut-être plus rebondir sur les outils qui sont proposés de communication ou de veille, ou en fait d'animation, en fait, dès qu'on a, en fait, comme je comprends, un événement à partager. Non, je n'utilise pas forcément non plus, donc peut-être qu'on peut laisser la parole à ceux qui en ont cité certains, s'ils veulent un peu expliquer ou il y avait Vianney. Oui, alors effectivement, Vianney, effectivement, vous aviez parlé des blogs. Et ce qui est intéressant dans les blogs, c'est qu'on peut récupérer assez facilement les fils RSS. Et moi, j'utilise beaucoup les fils RSS, donc c'est Really Simple Syndication, donc c'est des choses qui évitent de devoir aller sur tous les sites. En récupérant le fil RSS, moi je le mets sur NetVibes. Je sais que d'autres personnes les récupèrent par le Scoopit ou autre, ou d'autres outils, Feedly. Quelqu'un a parlé de Feedly, Daniela, justement, du Pas-de-Calais. Et ça évite effectivement d'avoir à aller sur tous les sites, parce qu'effectivement, il y a une masse d'informations sur le web qui est phénoménale et qu'on ne peut pas consulter tous les jours, sinon on passe à plus qu'un temps complet. Et donc, moi, j'utilise effectivement l'outil NetVibes. Et après, ça permet d'avoir l'information qui est poussée, ce qu'on appelle le push. L'information est poussée directement sur mon application. Et je n'ai plus qu'à faire le tri après par rapport à tout ce qui arrive tous les matins, quoi. Vianney, vous devriez proposer une formation sur le flux RSS, parce que je peux vous dire que peu de personnes savent ce que c'est. Oui, et pourtant, c'est un outil c'est une petite fonctionnalité qui est hyper intéressante, qui évite effectivement d'aller sur les sites. De s'abonner et d'avoir plein de mails qui nous bombardent alors qu'on a d'autres moyens de s'informer. Vous avez entièrement raison, mais malheureusement, c'est très peu connu. Alors que c'est super important le flux RSS. Oui, et c'est vrai, quand vous disiez l'avantage des blogs par rapport aux sites web qui sont un peu plus fermés, parce que les blogs WordPress, par exemple, permet de récupérer les fils RSS assez rapidement, donc c'est bien ça. Les blogs, pour ça, c'est intéressant. Parce que là, en plus, c'est de l'actualité. Il faut que vous fassiez une formation de vulgarisation de tous vos confrères des CAUE sur les flux RSS. C'est bon, on a identifié notre intervenant. Merci. Je vais identifier Vianney pour ça. Mais sincèrement, c'est un bon sujet de formation. Oui, c'est très bien. Parce que Yves a également parlé de Scoopit, effectivement, qui était plutôt bien mal, mais qui a un peu bifurqué vers des options payantes à. Il a fait plus que. Oui, mais c'est normal, il se fait connaître et puis après, voilà. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est fortement utilisé. Ils ont fait comme beaucoup de prestataires, ils font gratuit, puis à partir d'un certain temps, ils commencent à facturer, et puis les tarifs augmentent. Plus ils ont de succès, plus les tarifs augmentent. Vous avez raison. Alors, concernant l'emailing, donc je vous ai répondu. Je vous enverrai des articles de mon blog qui sont des réponses détaillées à toutes ces questions, ou à la majorité des questions que vous avez posées, auxquelles j'ai répondu plutôt sans trop rentrer dans le détail pour tenir dans le timing. Concernant la vidéo. Alors, concernant la vidéo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 20 ans, réaliser une vidéo, ça nécessitait des moyens techniques et ça avait une capacité de diffusion extrêmement limitée. Pour ceux qui sont plus près de mon âge que des 20 ans, souvenez-vous de l'époque où on enregistrait nos vidéos sur des cassettes, la cassette VHS était le seul moyen de diffusion. Inutile de vous dire que ça coûtait une fortune et que c'était totalement impossible. Aujourd'hui, vous faites une vidéo, vous la publiez immédiatement sur YouTube et vous la partagez avec la planète entière.
Et les outils qui permettent de faire des vidéos, aujourd'hui, ce sont essentiellement les smartphones. Et c'est la raison pour laquelle les journalistes sont tous en train d'abandonner leur caméra broadcast qui pèse 10 kg pour la remplacer par des iPhones ou par des Android, mais l'iPhone a quand même la préférence d'une majorité d'entre eux, tout simplement parce que l'iPhone permet de faire aujourd'hui des qualités de vidéo extraordinaires. Et le gros avantage qu'il y a à faire des vidéos avec son smartphone, c'est que l'on fait le montage avec le smartphone. On n'a plus besoin de devoir, comme on fait avec une caméra, transférer le contenu vidéo sur un PC et faire le montage à partir du PC et après le mettre sur YouTube. On fait tout directement à partir de son iPhone ou de l'iPad, puisque les applications fonctionnent sur les deux. C'est vraiment un changement radical. Et la preuve en est, c'est que la majorité des contenus pertinents pour les journaux télévisés de 20 heures sur TF1 ou sur France 2, eh bien, ce sont des vidéos qui sont produites par des amateurs. Alors, elles sont d'une qualité qui n'est pas généralement terrible, et souvent la vidéo elle est faite en mode vertical parce que les gens ont l'habitude de tenir leur smartphone en mode vertical, alors que logiquement les vidéos il vaut mieux les faire en format carré, notamment pour Instagram, et là ça passe partout en format vertical ou pas, il n'y a plus cette notion de verticalité ou d'horizontalité, de panoramique, mais généralement il vaut mieux quand même faire ces vidéos en format 16/9 panoramique pour pouvoir les regarder sur des écrans de PC ou des écrans de télévision. Et sincèrement, faites, si vous avez un iPhone ou un Android de bon niveau, faites une vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, passez-la sur votre télévision et vous allez voir que vous ne faites aucune différence avec une caméra broadcast qui coûte 10 000 €. Donc la vidéo, c'est largement démocratisé. La vidéo est un élément qui est très important, notamment pour tout ce qui est tutoriel, pédagogie ou pour présenter une réalisation. Et je suis très étonné de voir que les architectes, alors moi je travaille avec beaucoup de bureaux d'études au travers de la fédération Sinov, mes chers confrères de la construction, et je travaille aussi pour le syndicat professionnel des architectes, j'ai un trou de mémoire momentané, l'UNSWA, merci, et je suis étonné de voir que ces gens-là, cette profession, utilisent peu les réseaux sociaux et quasiment pas la vidéo, alors qu'ils sont dans un domaine métier où la vidéo est un outil extraordinaire, ne serait-ce que pour faire un petit rapport sur un chantier à son client ou pour lui montrer l'avancement des travaux, donc dans un contexte privé, de personne à personne, et a fortiori pour pouvoir valoriser leur qualité, leurs prestations en faisant un reportage de 2 minutes, 3 minutes sur une de leurs réalisations. Donc la vidéo dans vos métiers, urbanisme, architecture et environnement, je veux dire, vous avez un champ de possibles de sujets de reportage qui sont absolument exceptionnels et vous devriez être des très gros consommateurs de la vidéo, sachant encore une fois que c'est relativement facile de faire des vidéos, il faut simplement apprendre à bien maîtriser la technique, qui n'est pas très compliquée, et surtout à bien maîtriser la scénarisation, et là c'est un petit peu plus subtil. Mais en tous les cas, sincèrement, c'est à la portée du plus grand nombre. Et moi, je vois des gamins, des adolescents qui font des vidéos sur leur chaîne YouTube. C'est bluffant. Sincèrement, ils sont bluffants. D'ailleurs, je vous suggère, si vous repérez dans vos périmètres géographiques, départementaux, des jeunes qui sont proactifs, utilisez leurs compétences. Il ne s'agit pas d'exploiter l'homme. Par l'homme, c'est pas, vous ne faites pas du Coluche. Mais valoriser ces jeunes qui ont une capacité à avoir une créativité. Quand on a moins de 20 ans, on a beaucoup plus de créativité que quand on en a 60. Et je parle en connaissance de cause. Dernier chapitre. Oui, pardon. Une petite question, je ne sais pas si chacun répond, comme il n'y a pas de réponse. Que pensez-vous de Vimeo? Alors, YouTube est la principale chaîne de diffusion de vidéos, mais ce n'est pas là que la qualité est la meilleure. Si vous voulez vraiment diffuser des vidéos avec un très haut niveau de qualité, et c'est la raison pour laquelle les professionnels utilisent Vimeo, faites-le sur Vimeo. Mais Vimeo n'est pas gratuit, enfin, est partiellement gratuit, donc très limité dans sa version gratuite, freemium, mais il faut un compte payant. Mais la qualité, elle est nettement supérieure, parce que tout simplement, YouTube compresse vos vidéos, et fait que la vidéo originale que vous avez fait, qui est de bonne qualité, quand vous la mettez sur YouTube, eh bien, elle perd en qualité. Une petite question.
je me permets, hein. Là, on parlait de Vimeo, on parlait de YouTube et également de Dailymotion. Alors justement, par rapport au référencement, est-ce que la vidéo, il faut la mettre sur les 3 canaux ou Alors, celui qui est incontournable, c'est YouTube pour une question de visibilité, et c'est gratuit. Celui qui est très utile au niveau qualité, c'est Vimeo. Quant à Dailymotion, très sincèrement, je crois qu'il est passé, malheureusement, parce que c'est un produit français. Oui, c'est un produit français, oui. Mais on ne peut pas être partout. Vous avez vu, la remarque qui revient fréquemment, c'est combien de temps, quelles ressources faut-il mettre pour pouvoir s'occuper de tout ça? Ben, c'est un job. Hein. Donc, il faut appliquer la loi de Pareto. Quel est l'endroit où je suis le plus visible qui me consommera le moins de temps? C'est-à-dire que je vais consacrer 20% de mon énergie pour défendre 80% de ma visibilité. Si je veux être visible à 100%, parfait, eh bien, il faut que je mette 5 fois plus d'énergie. Donc, il y a un choix à faire. Personnellement, je n'utilise pas Vimeo, je n'utilise que YouTube parce que je manque de temps. Ce n'est pas l'envie qui me manque d'utiliser Vimeo. D'autres questions sur la vidéo? Il y a des partages là, dans la bulle de discussion. On peut enregistrer la bulle de discussion, donc on pourra vous redonner tous les liens voilà, qu'il y a eu. Qui sont partagés. OK. Alors, il y a un dernier chapitre qui est important. J'en ai déjà un peu parlé, ce sont les podcasts. Les podcasts, vous avez tous sur votre smartphone. Est-ce que vous voyez le petit icône violet vous permet de voir le podcast. Donc, quand je clique dessus, là, je suis sur mes podcasts. C'est-à-dire, je suis abonné, comme on s'abonne à des chaînes YouTube, eh bien là, je m'abonne à des chaînes sur les podcasts et je m'abonne à tous les sujets qui m'intéressent, quelle qu'en soit la nature. Et je peux écouter les émissions de radio quand je veux, où je veux. C'est-à-dire que je suis en train de prendre ma douche, ben, je peux écouter un podcast, alors que regarder une vidéo quand je suis sous la douche, c'est difficile. Alors, je suis un peu dans la caricature, mais dès que je suis en train de faire du vélo, je vais écouter un podcast, je peux écouter un podcast. Et vous avez vu que beaucoup de personnes, et vous en faites peut-être partie, quand ils sont dans les transports en commun, utilisent un casque pour écouter de la musique, de la radio, des podcasts, et puis aussi du Netflix, puisque Netflix peut être en différé. Bon, juste une petite remarque de s'appuyer en fait sur des professionnels en fait. Quand par exemple là on a Théma Archi, faire attention en fait vers qui on choisit en fait. Alors c'est une très bonne remarque. Quand j'ai développé mon blog, ça m'a pris 3 mois de trouver le bon prestataire. J'ai bien compris que la principale difficulté était de trouver le bon prestataire. Et depuis 10 ans que je vais développer mon blog, j'en ai pas changé parce qu'il est excellent. Et sincèrement, c'est pas évident. Faites attention. Malheureusement, et c'est un sujet que l'on traite beaucoup au niveau de notre syndicat Sinov numérique, c'est un enjeu majeur. Dans les métiers du numérique, rien ne vous permet de pouvoir, rien ne vous permet, ou pas grand-chose en tous les cas, rien ne vous permet de pouvoir identifier de façon officielle si un prestataire est compétent ou pas. Il n'y a que la réputation qu'il va avoir, ce qu'il a réalisé, et puis la qualité de la compréhension qu'il va avoir de votre problème. Mais c'est vraiment un enjeu contre lequel on essaie de se battre pour pouvoir trouver une méthode de qualification de ces prestataires, comme on qualifie un plombier ou un électricien. Je veux dire, c'est pas plus sorcier que ça. Mais malheureusement, en informatique, n'importe qui peut se prétendre informaticien. Et Dieu sait s'il y a bon nombre de gens qui sont des charlots. Je le déplore. Mais c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être très attentif. Il va falloir conclure, Jean-Philippe. Le travail entre vous est très important pour ça. Oui. Il va falloir conclure, en fait, pour respecter on s'était fixé 12h15. OK. Alors, je vais laisser Frédéric et Virginie conclure. Moi, personnellement, en fait, je passerai bien la parole. On voit bien que c'est un thème qui intéresse. Et on vous remercie, on ne vous l'a peut-être pas fait assez. Tous les gens là, des CAUE qui se sont connectés aujourd'hui, qui ont répondu à ce webinaire. On savait très bien que c'était un format très court et qui, quelque part, comme dans nos missions de sensibilisation, c'était un petit peu prendre la température, voir où chacun en est. On n'a pas les réponses ce matin et c'est pour ça qu'on propose de toute façon de continuer.
Alors, les solutions pour continuer, ça peut être aussi entre nous, hein, avec tous les liens, on voit qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques. Donc, les chargés de com, les documentalistes peuvent entre eux voir un petit peu, approfondir et même à travers, pourquoi pas, des plateformes collaboratives sur ce thème-là. Nous, en parallèle, je fais un petit peu de pub, on a toujours en lien notre formation. Il restait 3 places pour la formation audiovisuelle qui se fait en 2 sessions. La prochaine, donc, elle a été décalée en juin. Donc voilà, donc ça, vous la retrouvez sur la FNCAE. Virginie peut vous renvoyer aussi le lien. Et puis, on envisage, parce que là, c'était ce petit point vraiment plus sur les réseaux sociaux, on voit bien, hein, donc nous, de proposer des choses qui vont peut-être soit sous forme de webinaire ou des formations plus spécifiques sur ces thèmes-là, parce qu'on voit bien que on s'adapte petit à petit, le numérique prend de plus en plus d'ampleur, et la communication, on voit bien qu'on est au b.a.-ba de la communication. Voilà pour ma part. Et puis après, donc Virginie, tu veux certainement intervenir. Et puis après, ne pas hésiter à passer la parole si vraiment il y a quelqu'un qui veut apporter quelque chose, je pense. Et merci en tout cas, Jean-Philippe. Oui, merci Frédéric. Tu as dit l'essentiel, donc encore un grand merci à Jean-Philippe Desranleau d'être intervenu. C'était particulièrement intéressant et puis c'est bien de pouvoir s'adapter un peu aux réactions des uns et des autres en temps réel. Merci à tous les CAUE, à toutes les personnes des CAUE qui ont participé, et comme tu l'indiquais Frédéric, le fait d'avoir un nombre de participants très important, et puis surtout beaucoup de réactivité dans converser, ça indique bien qu'il y a une forte attente des CAUE. Donc l'idée, je pense que c'est de continuer dans cette dynamique. Là, évidemment, en 2 heures de temps, c'était vraiment un aperçu de tout ce qu'on peut voir au niveau de la communication digitale. Et l'idée, ce serait peut-être d'échanger par la suite, alors peut-être avec la Fédération nationale, pour voir ce qu'on pourrait mettre en place pour échanger tous ensemble sur des thématiques où beaucoup de personnes se posent des questions. Et nous, au niveau du CAUE de l'Aisne, on est dans une union régionale des Hauts-de-France. On n'a pas d'employés, mais on travaille ensemble. Et c'est vrai que depuis la création de notre union régionale, il y a 3-4 ans, on a beaucoup d'échanges, notamment au niveau des chargés de communication. Et c'est très, très enrichissant. Donc, on peut peut-être élargir à un réseau encore plus large des CAUE. Voilà, l'idée, c'est vraiment, je pense, par la suite, on va vous envoyer un questionnaire et on pourra peut-être plus cibler les attentes des uns et des autres, hein, qui sont, on le sait, peut-être différents, mais pour pouvoir imaginer par la suite autre chose. Merci beaucoup en tous les cas à toutes et tous les participants. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce sujet qui, peut-être l'avez-vous deviné, me passionne. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. À 14 ans, j'étais déjà passionné par la vidéo. Les moyens techniques n'étaient pas les mêmes. En tous les cas, j'espère que ces 2 heures, un peu plus de 2 heures que nous avons passées ensemble vous ont permis de pouvoir mieux comprendre la mécanique et puis les enjeux de la communication digitale qui est, vous l'avez compris, incontournable. Je vous souhaite de vous l'approprier et sincèrement, merci beaucoup pour votre temps de cerveau disponible, en espérant qu'il vous ait été utile. Merci à vous, Frédéric et Virginie, pour l'organisation de ce webinaire et la publicité que vous avez pu y faire, en espérant qu'il vous soit très utile à vous toutes et à vous tous. Bonne journée, bonne continuation, et je vous laisse une petite musique de fond pour la fin.